podcast. Le Comte de Monte Cristo, d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Dubrier et Serge Martel. Avec Pierre Santini dans le rôle d'Edmond Dantès. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Aujourd'hui, 35e épisode, Juge et Marie. Vous ? De quel droit ? Maximilien, que faites-vous ? Vous le voyez, j'écris. Avec 2 pistolets à côté de l'écritoire ? Je pars pour un voyage. Non, mon ami, mon cher Maximilien, pas de résolution extrême, je vous en supplie. Moi, des résolutions extrêmes. Morel, vous voulez vous tuer ? Et quand cela serait, qui m'en empêcherait ? Moi. Vous qui m'avez leurré d'un espoir absurde. Vous, mon prétendu bienfaiteur. Vous, comte de Monte Cristo, le sauveur universel. Eh bien, vous allez voir mourir votre ami. Je vous répète que vous ne vous tuerez pas. Mais qui êtes-vous donc, à la fin, pour vous arroger ce droit tyrannique sur des créatures libres et pensantes ? Je suis le seul homme au monde qui ait le droit de te dire, Morel, je ne veux pas que le fils de ton père meure aujourd'hui. Pourquoi parlez-vous de mon père ? Pourquoi mêler son souvenir à ce qui m'arrive aujourd'hui ? Parce que je suis celui qui a déjà sauvé la vie à ton père. Un jour qu'il voulait se tuer, comme tu veux te tuer aujourd'hui. Parce que je suis l'homme qui a envoyé la bourse à ta jeune sœur et le pharaon au vieux Morel. Parce que je suis Edmond Dantès, qui te fit jouer, enfant, sur ses genoux. Edmond Dantès. Edmond Dantès. Julie. Emmanuel. Penelon. Venez vite. Oh, il est revenu. À genoux. Oh, c'est le bienfaiteur. C'est le sauveur de notre père. C'est lui qui... Non, mon ami, non. Pas maintenant. Écoute-moi bien, Maximilien. Si je te prie, si je t'ordonne de vivre, c'est dans la conviction qu'un jour tu me remercieras de t'avoir conservé la vie. Non, mon Dieu, mais que me dites-vous là, comte ? Prenez-y garde. Peut-être n'avez-vous jamais aimé. Enfin. Mais sans elle, il n'y a pour moi sur la terre que désespoir et désolation. Je vous dis d'espérer. Et si vous me persuadez, vous me ferez perdre la raison, car vous me ferez croire que je puis revoir Valentine. Oh, mon ami, l'ascendant que vous prenez sur moi m'épouvante. Mais j'obéirais si vous me commandiez de lever la pierre du sépulcre qui recouvre la fille de Jaïr. Oui, prenez garde, j'obéirais. Espère, Maximilien. Espère. Désormais, tu vivras près de moi et avec moi. Tu ne me quitteras plus. Et dans 8 jours, nous aurons laissé derrière nous la France. Oh. Et vous me dites d'espérer. Oui, parce que je sais un moyen de te guérir. Mais croyez-vous pouvoir me consoler avec la banale perspective d'un voyage ? Oh, comte, ayez pitié de moi. J'ai tellement pitié de toi que dans 1 mois, disons le 5 septembre à midi, si je ne t'ai pas guéri, je te placerai moi-même en face de ces pistolets et d'une coupe du plus sûr poison d'Italie, d'un poison plus sûr et plus prompt, crois-moi, que celui qui a tué Valentine. Vous me le promettez? Je te le jure. Mais en revanche, tu me promets, toi, d'attendre jusque-là et de vivre. Je vous le jure.
Bien. À partir d'aujourd'hui, tu vas venir demeurer chez moi. Tu prendras l'appartement d'Haïdé. Haïdé, qu'est-elle devenue? Elle est partie cette nuit. Pour vous quitter? Pour m'attendre. Oui, entrez. Lucien. Oh, mon ami. Qu'y a-t-il, chère Hermine? Lucien, puis-je compter sur vous? Certainement, mais qu'y a-t-il? Votre billet de ce matin m'a laissé perplexe. Mon mari est parti cette nuit. Parti, le baron? Où est-il allé? Je l'ignore. À 10 heures du soir, ses chevaux l'ont conduit à la barrière de Charenton. Là, il a trouvé une berline de poste tout attelée. Il y est monté en disant à son cocher qu'il allait à Fontainebleau. Oui, eh bien. Attendez, il m'avait laissé une lettre. Tenez. Madame, quand vous recevrez cette lettre, vous n'aurez plus de mari. Je veux dire que je serai sur une des 30 ou 40 routes qui conduisent hors de France. Je vous dois des explications. Un remboursement de 5 millions m'est survenu ce matin. Je l'ai opéré. Un autre de même somme l'a suivi presque immédiatement. Je l'ajourne à demain et je pars pour éviter ce demain qui me serait trop désagréable à supporter. S'il me fallait dire où a passé une bonne moitié de ma fortune, naguère encore assez belle, j'en serais bien incapable. J'ai augmenté notre fortune qui, pendant plus de 15 ans, a été croissant, jusqu'au moment où des catastrophes inconnues et inintelligibles sont venues la renverser, sans que je puis le dire, il y ait de ma faute. Vous, madame, vous avez travaillé seulement à accroître la vôtre, et vous avez réussi, j'en suis convaincu. Je vous laisse donc, comme je vous ai prise, riche mais peu honorable. Adieu, moi aussi je vais à partir d'aujourd'hui travailler pour mon compte. Croyez à toute ma reconnaissance pour l'exemple que vous m'avez donné et que je vais suivre. Votre mari bien dévoué, baron Danglars. Eh bien, quelle idée vous inspire cette lettre? Elle m'inspire l'idée que M. Danglars est parti avec des soupçons. Mais ce n'est pas nouveau. Est-ce tout ce que vous avez à me dire? Pardon, je ne comprends pas. Mais je suis libre. Lucien, libre à jamais? Et vous ne me dites rien? Si, je vous conseille de voyager. Voyager? Mais oui, vous êtes riche, libre. Mais faites en sorte que l'on vous croie pauvre et abandonné. Paris ne pardonnerait pas à la femme du banqueroutier son opulence et son grand état de maison. Bien abandonné. Vous avez raison. Mais riche, très riche même. Il y a 6 mois à peu près que nous sommes associés. Vous avez fourni une mise de fonds de 100 000 francs. Je les ai fait fructifier. Résultat, voici 800 billets de 1000 francs. J'y joins un coupon de rente de 25 000 francs. Et pour l'appoint, qui fait quelque chose comme 110 000 francs, voici un bon à vue sur mon banquier. Et comme mon banquier n'est pas M. Danglars, le bon sera payé. Vous pouvez être tranquille. Voilà. Tout est dit, madame. Riche, libre et seule. Soyez prudente. Merci, monsieur. Vous me remettez là beaucoup plus qu'il ne faut à une pauvre femme qui ne compte pas d'ici longtemps reparaître dans le monde.
Comme il vous plaira. Adieu, Monsieur Debray. Adieu, madame. Bon. Vaine résolution que tout cela. Elle restera dans son hôtel, lira des romans et jouera au lance-quenet, ne pouvant plus jouer à la bourse. Jusqu'au jour où... Enfin, il me reste tout de même 1,060 000 francs. Quel dommage que Valentine de Villefort soit morte. Cette femme-là me convenait sous tous les rapports, et je l'eusse épousée. Cette chambre est bien triste, ma mère. Et nous n'avons plus d'argent. Ou presque plus. Comptons un peu nos richesses. J'ai besoin d'un total pour échafauder mes plans. Le total, Albert, est rien. Erreur. Total, 3 000 francs. Avec lesquels j'ai la prétention de vous faire une adorable vie. Cher enfant. Mais ce n'est pas tout. Que dites-vous de ceci? 1 000 francs encore. D'où viennent-ils? Écoutez, ne vous émotionnez pas trop. Alors? Comme vous êtes belle. Vous êtes en vérité la plus belle et la plus noble des femmes que j'ai jamais vues. Il ne vous manquait que d'être malheureuse pour changer mon amour filial en adoration. Mais je ne serai pas malheureuse tant que j'aurai mon fils. Voilà où commence l'épreuve. Vous savez ce qui est convenu? Sommes-nous donc convenus de quelque chose? Oui, rappelez-vous. Il est convenu que vous habiterez Marseille et que je partirai pour l'Afrique, où je me referai un nom. Ah. Depuis hier, je me suis engagé dans les spahis. Quoi? Depuis hier, je remplace quelqu'un. Je me suis vendu, comme on dit. Et plus cher que je ne croyais valoir. 2 000 francs. Ainsi, c'est 1 000 francs. C'est la moitié de la somme. L'autre viendra dans un an. Le prix de ton sang? Oui, si je suis tué, mais je ne me suis jamais senti si bonne envie de vivre. Oh oui, tu dois vivre, car tu dois être heureux. Vous et moi, nous pouvons être très heureux. Une fois au service, me voilà riche, et vous, dans la maison de Monsieur Dantès, vous voilà tranquille. Eh bien, soit, partons. Benedetto, debout. On m'appelle? Au parloir. Ah, on me rend visite. Même à la fosse au lion de la force. Et vous allez voir, mon cher monsieur, si l'on peut traiter un Cavalcanti comme un homme ordinaire. Allez, avance, bavard. Là, derrière la grille.
Bonjour, Benedetto. C'est vous? Tu me reconnais, malheureux enfant. Silence. Mon Dieu, ne parlez pas si haut. Tu voudrais causer avec moi, seul à seul? Oh oui. C'est bien. Gardien. Monsieur, Lisez ceci. Qu'est-ce que c'est? L'ordre de te conduire dans une chambre, de t'installer et de me laisser communiquer librement avec toi. suivez-moi, monsieur. Et toi aussi. Encore le protecteur inconnu. On ne m'oublie pas. On veut le secret puisqu'on veut causer avec moi dans une chambre isolée. Je les tiens. Et c'est Bertuccio, l'envoyé du protecteur. C'est ici. Installe-toi. Je vous écoute. Ainsi donc, tu as continué le cours de tes scélératesses. Tu as volé, tu as assassiné. Ah, si c'est pour me dire ces choses-là et que vous me faites passer dans une chambre particulière, vous perdez votre temps. Non, dites-moi plutôt qui vous envoie. Personne. Alors comment saviez-vous que j'étais en prison? Il y a longtemps que je t'ai reconnu dans le mondain insolent qui poussait si gracieusement son cheval aux Champs-Élysées. Les Champs-Élysées. Ah, nous brûlons. Parlons un peu de mon père, voulez-vous? Ne suis-je pas ton père? Vous, mon brave monsieur, vous êtes mon père adoptif. Mais ce n'est pas vous, j'imagine, qui avez disposé en ma faveur d'une 100 000 francs que j'ai dévorés en 2 ou 3 mois. Ah, c'est pas vous qui avez... Tais-toi! Allons. Parlez, estimable Corse. Parlez! Vous évoquiez les Champs-Élysées tout à l'heure. En effet. Eh bien. Aux Champs-Élysées demeure un homme très riche. À la porte de qui tu as assassiné? Je crois que oui. Monsieur le comte de Monte Cristo. Lui-même. Alors, dois-je me jeter dans ses bras? Dois-je l'étrangler sur mon cœur en criant « Mon père! Mon père !» Comme on fait boulevard du crime? Ah, ne plaisantons pas. Et qu'un pareil nom ne soit pas prononcé ici comme tu oses le prononcer. Ah, pourquoi pas? Parce que celui qui porte ce nom est trop favorisé du ciel pour être le père d'un misérable tel que toi. Oh, les grands mots. Écoute-moi, Benedetto. Tu es dans une main terrible. Cette main veut bien s'ouvrir pour toi, profites-en. Ne joue pas avec la foudre qu'elle tient et veut bien déposer un instant, mais qu'elle peut reprendre si tu essaies de la déranger dans son libre mouvement. Je veux savoir qui est mon père, c'est tout. Je suis venu pour te le dire. Ah, je t'écoute. Pardon, monsieur, mais le juge d'instruction attend le prisonnier. Au diable, l'important. C'est la clôture de mon interrogatoire. Je reviendrai demain. Bon. Laisse quelques écus au greffe pour qu'on me donne ici ce dont j'ai besoin. Ce sera fait. À demain. Je ne t'attendais plus. Sais-tu qu'on me juge aux assises à midi? Je le sais. Alors dans ce cas, ne perdons pas de temps. Le nom de mon père, vite! Entrez. Que m'apportez-vous là? Une tasse de chocolat, monsieur. Je n'ai rien demandé. Qui prend donc soin de moi? Madame, qui m'a dit que monsieur parlerait sans doute beaucoup aujourd'hui dans cette affaire d'assassinat, et qu'il avait besoin de prendre des forces. C'est bien, merci, laissez-moi.
Mon Dieu. Qu'avez-vous, Gérard? Buvez ce chocolat pendant qu'il est chaud. Madame, où mettez-vous le poison dont vous vous servez d'habitude? Monsieur, je ne comprends pas. Je vous demande en quel endroit vous rangez le poison à l'aide duquel vous avez successivement tué mon beau-père, monsieur de Saint-Méran, ma belle-mère, Barrois, et ma fille Valentine. Oh, monsieur! Que dites-vous? Ce n'est pas à vous d'interroger, mais de répondre. Répondre? Au mari? Au juge? Au juge, madame, au juge. Oh, monsieur! Monsieur! Vous ne répondez pas, madame? Il est vrai aussi que vous ne niez pas. Et vous ne le pourriez. Vous avez accompli ces différents crimes avec une impudente adresse, mais qui ne pouvait tromper que les gens disposés par leur affection à s'aveugler sur votre compte. Dès la mort de Madame de Saint-Méran, j'ai su qu'il existait un empoisonneur dans ma maison. Monsieur d'Avrigny m'en avait prévenu. On ne trompe pas si facilement un médecin. Après la mort de Barrois, Dieu me pardonne, mes soupçons se sont portés sur ma fille. Mais après la mort de Valentine, il n'y a plus eu de doute pour moi, madame. Et non seulement pour moi, mais encore pour d'autres. Et maintenant, votre crime va devenir public. Oh, monsieur, je vous en supplie. Ne croyez pas les apparences. Seriez-vous lâche? Vous qui avez eu l'affreux courage de voir expirer devant vous 2 vieillards et une jeune fille assassinés par vous. Monsieur! Vous avez, je l'espère du moins, gardé quelques poisons plus doux, plus sûrs, plus subtils, plus meurtriers que les autres pour échapper au châtiment qui vous est dû. Écoutez-moi! Je sais. Vous avouez. Mais l'aveu fait à des juges, l'aveu fait au dernier moment, l'aveu quand on ne peut plus nier, cet aveu ne diminue en rien le châtiment qu'ils infligent aux coupables. Le châtiment? Voilà 2 fois que vous prononcez ce mot, monsieur. L'échafaud attend l'empoisonneuse, quelle qu'elle soit. Surtout si cette empoisonneuse n'a pas eu le soin de conserver pour elle quelques gouttes de son plus sûr poison. Oh non! Vous devez comprendre que vous ne pouvez mourir sur l'échafaud. Que voulez-vous dire? La femme du premier magistrat de la capitale ne chargera pas de son infamie un nom demeuré sans tache. Elle ne déshonorera pas du même coup son mari et son enfant. Oh non! Non! Ce sera une bonne action de votre part. Et de cette bonne action, je vous remercie. Vous me remerciez? Et de quoi? De ce que vous venez de dire. Mais qu'ai-je dit? J'ai la tête perdue. Je ne comprends plus rien. Oh mon Dieu! Mon Dieu! Vous avez répondu à ma question. Où est le poison dont vous vous servez d'habitude? Vous ne voulez pas cela? Oh, grâce, monsieur! Je veux que justice soit faite! Je suis sur terre pour punir. À toute autre femme, fût-elle une reine, j'enverrai le bourreau. Mais à vous, je serai miséricordieux. À vous, je dis, n'est-ce pas, madame, que vous avez conservé quelques gouttes de poison? Oh, pardonnez-moi! Laissez-moi vivre! Oh, je suis votre femme! Vous êtes une criminelle. Au nom du ciel! Non. Au nom de l'amour que vous avez eu pour moi. Non. Laissez-moi vivre! Au nom de notre enfant. Non! Un jour, si je vous laissais vivre, vous le tueriez peut-être aussi, comme les autres! Moi? Tu es mon fils! Songez-y, madame. Si à mon retour, justice n'est pas faite, je vous dénonce de ma propre bouche. Je vous arrête de mes propres mains, vous m'entendez? Je vais au palais requérir la peine de mort contre un assassin. Si je vous retrouve vivante, vous coucherez ce soir à la conciergerie.
Adieu, madame. Eh bien, nous venons de revoir notre ami. Ami, comme vous y allez, Beauchamp. Ce digne prince Cavalcanti. Noblesse de corde. Il sera condamné. Le président m'a dit que ce Benedetto, qu'on regarde comme un phénix de subtilité, comme un géant d'astuce, n'est qu'un filou très subalterne, très niais et tout à fait indigne des expériences que l'on fera après sa mort sur ses organes phrénologiques. Mais dites-moi, mon cher Beauchamp, si j'ai parlé au président, vous avez dû, vous, parler au procureur du roi. Impossible. Depuis 8 jours, M. de Villefort est demeuré invisible. C'est bien naturel après la mort étrange de sa fille. La mort étrange? Que dites-vous là? Allons, Debré. Ne faites pas l'innocent sous prétexte que tout cela se passe chez la noblesse de robe. Vous savez parfaitement que l'on meurt de rue dans la maison des Villefort. Dru est joli. Le mot se trouve dans Saint-Simon. Oh, regardez. Quoi donc? Cette femme voilée là-bas qui vient d'entrer. Je jurerais que c'est Madame Danglars. Ne jurez pas, Debray. Vous la connaissez suffisamment pour la reconnaître, même voilée. Alors ça doit être elle. Par contre, je ne vois pas Madame de Villefort. Ah, c'est vrai. Pourquoi n'est-elle pas ici? Oh, pauvre chère femme. Elle est sans doute occupée à distiller de l'eau de mélisse pour les hôpitaux et à composer des cosmétiques pour elle et pour ses amis. Vous savez qu'elle dépense à cet amusement 2 ou 3 000 écus par an, à ce que l'on assure. On raconte beaucoup de choses en ce moment sur les Villefort. Ah? À propos de leur mort. Les Saint-Méran, 2. Un domestique, 3. Et Valentine, 4. Ah, c'est vrai. Et tenez, mon domestique, qui il y a peu de temps encore servait chez eux, prétend qu'il y a un assassin dans leur maison. Qui? Le jeune Édouard. Oh, allons donc, un enfant. Demandez à mon domestique. C'est le bruit qui court. Allons, Beauchamp, des ragots de cuisine, restons sérieux. Mais je ne vois pas non plus le comte de Monte Cristo. Ah, c'est vrai. Il est blasé. Et puis il ne voudra pas paraître devant tout le monde, lui qui a été la dupe de tous les Cavalcanti. Et de plus, il est acteur dans ce drame. Il ne peut donc venir dans la salle. Est-ce qu'il a aussi assassiné quelqu'un? Non, mais c'est en sortant de chez lui, après y avoir fracturé un secrétaire, que ce Caderousse a été assassiné par son complice Benedetto. Et c'est chez lui qu'on a retrouvé le fameux gilet dans lequel était la lettre qui est venue si mal à propos déranger la signature du contrat de mariage chez les Danglars. Regardez, il est là, ce gilet, tout sanglant sur le bureau, comme une pièce à conviction. Messieurs, la cour. C'était Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Dubrier et Serge Martel. Aujourd'hui, 35e épisode, Juge et Marie. Avec Edmond Dantès, alias Monte Cristo, Pierre Santini. Mercedes, Martine Sarcey. Albert de Morcerf, Richard Leduc. Maximilien Morel, Pierre Arditi. Gérard de Villefort, André Oumanski. Bertuccio, André Weber. La baronne Danglars, Claire Morier. Héloïse de Villefort, Anne Deleuze. Lucien Lebray, Gilles Guillot. Beauchamp, Philippe Mercier. Château-Renaud, François Marier. Benedetto, Jean-Paul Tribou. L'huissier, Guy Marly. Le gardien, Jacques Bretonnière. L'annonceur, Bernard Lavalette. Bruitage, Louis Amiel. Chef opérateur du son, Marcel Grenier. Collaboration technique, Bernard Delfieux. Régisseur de production, Anna Sibert. Réalisation, Jean-Jacques Vierne.